Allô, allô. Voilà, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. On va tranquillement commencer, donc je vous invite à prendre place. Bienvenue à vous. Donc merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir pour la conférence débat organisée par Solidarité Evo, intitulée « Pas de justice climatique sans justice sociale, faire converger lutte écologiste et lutte syndicale ». Pour nous, les militantes et les militants de Solidarité, c'était vraiment important d'organiser cette soirée dans la période actuelle. Une telle soirée est de proposer un espace de discussion et de débat sur le sujet qu'on vous propose. Engagé tant pour la défense des droits et des conditions de travail des travailleuses et des travailleurs que dans la lutte pour faire face à l'urgence écologique, notre mouvement Solidarité a en effet à cœur de tisser des ponts et de permettre, autant que faire se peut, de construire des espaces de convergence entre ces deux secteurs de mobilisation, lutte syndicale, lutte écologiste, et du reste pas seulement entre ces deux secteurs. Et c'est notamment pour cela que nous nous présentons comme un mouvement éco-socialiste, en ce sens que nous cherchons à construire une société radicalement différente, qui cherche à la fois à répondre aux enjeux que pose la crise écologique, mais aussi à mettre au premier plan des priorités, la solidarité et la satisfaction des besoins sociaux de toutes et tous, plutôt que la croissance économique sans fin et la maximisation du profit de quelques-uns, qui accompagnent toujours les pires destructions environnementales. Et au fond, ce projet éco-socialiste que nous défendons n'apparaît pas si lointain de ce que nous entendons scander dans les rues depuis quelque temps. System change, not climate change. Changeons de système et non de climat. Et depuis maintenant une année, un mouvement écologiste, comme vous le savez, et international de masse, porté par la jeune génération, a vu le jour. Grève scolaire, actions de blocage et de désobéissance civile, mobilisation de rue sans précédent, on entend chaque jour parler d'une action ou d'une mobilisation écologiste survenue ici ou là, en Suisse, en Europe et au-delà. Et contre toute attente, c'est justement en Suisse, paradis de la paix du travail, on pourra peut-être en parler ce soir, pourtant peu réputé pour être le théâtre de mobilisation sociale de première importance, c'est en Suisse que la Suisse est l'une des régions du monde où cette mobilisation prend le plus fortement. Comment expliquer ce réveil social absolument inattendu? C'est une des questions qu'on aimerait aussi pouvoir se poser avec vous ce soir. Et le mouvement de la grève du climat qui a émergé l'an dernier a bel et bien dans son ADN même l'idée d'un changement de système nécessaire. Et on peut que leur donner raison. Un changement de système apparaît en effet nécessaire puisque le modèle même de croissance économique, le modèle productiviste dans lequel nous sommes, est à la source du dérèglement auquel nous faisons face. Mais si ces mobilisations continuent, en Suisse et de par le monde, de prendre de l'ampleur, les réponses politiques à ces mobilisations, aux revendications qu'on porte semaine après semaine, vendredi après vendredi dans la rue, ces réponses politiques, elles tardent à voir le jour. Et c'est évidemment que les possédantes et les possédants, les dirigeants, les dirigeantes de ce monde, n'entendent pas renoncer à leurs privilèges sans les défendre ardemment, c'est-à-dire sans défendre le système qui sert leurs intérêts. On nous dit alors d'être patient, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce qu'on a beaucoup entendu au lendemain des élections électorales, des résultats des élections fédérales de l'automne dernier. On nous dit d'être patient, que les choses vont changer petit à petit. Mais pour nous, à Solidarité, je crois que pour tous les intervenants et intervenantes à cette table, cette patience n'est pas une réponse satisfaisante ni une méthode efficace. Pour accélérer les choses, pour des changements réels voir le jour, il semble que les mobilisations massives, les grèves des écoles, comme les blocages de ponts organisés par des collectifs comme Extinction Rebellion, ne suffisent pas. Pour imposer un changement de paradigme, il nous apparaît que la mobilisation doit emporter avec elle celles et ceux qui produisent les richesses, celles et ceux qui travaillent, et c'est le sujet qu'on aimerait discuter avec vous ce soir. Puisque, comme vous le savez, et c'est dans la thématique de la soirée, pour le 15 mai 2020, les jeunes de la grève du climat appellent à une grève pour l'avenir. C'est comme ça qu'elle s'appelle, et les jeunes veulent ainsi entraîner dans la lutte écologiste les travailleuses et les travailleurs qui sont ce jour-là invités à bloquer la production pour dénoncer l'inaction des dirigeants face à l'urgence écologique. Alors si cet objectif paraît assez ambitieux dans la situation actuelle, il montre au moins que les jeunes grévistes ont conscience d'une chose, précisément, c'est que pour imposer un changement de système, l'engagement de celles et ceux qui produisent les richesses est nécessaire.
Ce d'autant plus qu'en parlant d'écologie, les plus exploités, les plus précaires au travail sont souvent celles et ceux qui subissent au premier plan la crise écologique. On peut penser aux canicules sur les chantiers, on peut penser à l'exposition aux produits chimiques toxiques dans les usines de l'industrie chimique, comme on peut penser aussi aux réfugiés climatiques, parmi lesquels souvent ce sont évidemment les plus précaires, les travailleurs les plus précaires qui sont contraints de se déplacer. Alors face à ça, les syndicats sont historiquement, jusqu'à cette période, ont été historiquement peu outillés pour intégrer les enjeux écologiques dans leurs programmes. Les directions en particulier les directions les moins combatives ou les plus réformistes, ont longtemps opposé défis écologiques aux intérêts des travailleurs. Reconnaître l'urgence climatique impliquait de mettre en péril les conditions de travail dans des secteurs comme l'énergie ou l'industrie automobile. Mais ceci est en train de changer. Des syndicats intègrent les problématiques écologiques dans leur stratégie de lutte. La justice climatique peut ainsi aller de pair avec la défense des travailleuses et des travailleurs. Et la transition écologique peut apparaître comme pouvant entraîner un mieux vivre pour toutes et tous, pour le plus grand nombre. Maintenant, reste à voir dans quelle mesure une part majoritaire du mouvement syndical peut en venir à mettre en cause le modèle productiviste propre au système capitaliste en tant que tel. C'est donc de cela que nous vous proposons de discuter ce soir avec nos intervenantes et nos intervenants, que je vais rapidement vous présenter avant de leur passer la parole. Nous accueillons ce soir tout d'abord Christine Poupin, qui est porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, en France, et qui est membre de la commission écologie de ce même parti, donc la commission qui réfléchit à ces problématiques au sein du nouveau parti anticapitaliste. Nous accueillons également Manuela Catani, qui est co-secrétaire générale du syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs, un syndicat actif à Genève. Et enfin, nous donnerons aussi la parole à notre camarade Steven Tambourini, qui est donc membre de Solidarité et militant actif au sein de la grève du climat dans le canton de Vaud. Voilà. Avant de passer la parole à nos intervenants et intervenantes, juste un mot pour vous dire que notre mouvement Solidarité organise des conférences comme ce soir-là régulièrement, que si vous souhaitez être tenu informé de nos prochaines activités, il y a une feuille qui va circuler parmi vous. Vous pouvez laisser votre adresse mail. On n'organise pas que des conférences, vous le savez, on est actif sur le terrain, dans la grève du climat, dans la grève féministe, dans plein de mouvements et collectifs militants. On se présente aussi à des élections quand l'occasion se prête pour essayer de porter ce message dans ces espaces-là. Et puis, si l'action vous intéresse, en plus de la réflexion de ce soir, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées sur cette feuille pour être contacté en vue de nous rejoindre. Et enfin, sachez qu'on a très peu de moyens, et donc si par hasard vous aviez un peu vous souhaitiez nous soutenir financièrement, une petite caisse vous attend à la sortie pour cela. Voilà, j'ai tout dit, je crois. J'ai sûrement déjà été beaucoup trop long. Je vais d'abord passer la parole à Steven Tambourini, qui nous présentera un peu les objectifs de la grève du climat en vue de cette mobilisation du 15 mai. Après, on aura le discours syndical que nous présentera Manuela Catani, et enfin un peu une perspective de mise de regard un peu plus large, un regard venu de France avec Christine Poupin. Donc je ne fais pas plus long, et à toi la parole, Steven. Merci beaucoup. On a frôlé l'inondation. On est high-tech. Ah ouais. Ah mais du coup, il n'y a pas besoin de le mettre du coup. Il n'y a pas d'onde ici. Ok. Ça passe. 1, 2, c'est la bonne distance, voilà. Alors peut-être deux choses avant de commencer, c'est que je vais m'exprimer également au nom de la grève du climat, mais de la grève du climat Vaud, donc il y a pas, on va dire, des divergences, mais il y a des subtilités dans le discours qui sont un peu différentes, donc de bien prendre cet élément en compte. Et aussi, j'aimerais beaucoup plus parler avec le cœur ce soir que par les chiffres. J'ai lu le livre de François Ruffin qui est extrêmement intéressant, Il est où le bonheur ? Et à la fin, il terminait notamment par dire qu'on utilisait souvent beaucoup trop de chiffres, et ce qui est vrai. Ça m'a fait un peu réaliser ça, donc j'aimerais pas sortir énormément de chiffres, peut-être d'autres personnes le feront, et donc ne soyez pas surpris. Alors j'aimerais en fait construire mon discours en deux parties. Une première partie plus courte, introductive, donc sur les objectifs de la grève du climat, avec cet acte 2 d'un point de vue plus global, la grève pour l'avenir, parler finalement des nécessités, quelles sont les bases sur lesquelles on doit construire la suite, et ensuite de se questionner plus avec qui on doit construire ça, quelles sont les stratégies, quelles sont les revendications également qu'on peut amener pour discuter avec les différents mouvements, avec également les syndicats,
et je m'en arrêterai là. Du coup, pour commencer, bon, vous les connaissez certainement, les revendications de la grève du climat. Donc les 4 revendications ou les 3,5 revendications. Donc la première, celle de déclarer l'urgence climatique et d'informer avec compétence la population et notamment de reconnaître que cette crise est énorme et qu'il faut vraiment réagir immédiatement. La deuxième, pour la faire brève, c'est celle d'une neutralité carbone en 2030 et également de ne pas utiliser de technologies de compensation et ces implémentations et surtout de décroître immédiatement parce que toutes les énergies fossiles qu'on n'utilise pas, elles seront simplement pas là. Donc, décroissance immédiate. Et la troisième, celle de la justice climatique. On en reparlera parce qu'elle est au cœur finalement de ce projet. Et si on ne peut pas accéder à ces 3 revendications, il nous faut un changement de système, le compromis qu'on a trouvé au niveau national. Donc, en fait, je vais vous parler de l'acte 2, parce que pour parler de comment est-ce qu'on en est arrivé à construire la grève pour l'avenir, il faut s'en rappeler le contexte. Le contexte, c'était une réunion nationale qu'on avait eue l'année dernière, c'était lors du mois de juillet, et il y avait un concept, une proposition, comme on peut les faire au niveau national quand on se réunit tous les cantons. Et ce concept, en fait, déclinait 2 grands projets pour l'année 2020. Le premier, c'est celui d'écrire un plan climatique national qui se ferait en dehors du gouvernement avec des scientifiques, avec la population civile et également les grévistes du climat pour atteindre justement cette neutralité carbone en 2030 tout en respectant les revendications de la grève du climat. Et le deuxième, c'était bien évidemment cette grève pour l'avenir, ce 15 mai, qui à la base voulait élargir le mouvement auprès, comme l'a dit Pierre, des travailleurs et travailleuses. Et en fait, ce qui était le cœur de ce projet, c'est comment est-ce qu'on est capable de créer un rapport de force, un réel rapport de force avec la société. Il y avait déjà cette réalisation que simplement de marcher et de faire des petites actions par-ci, par-là, ça ne suffirait pas. Et du coup, il y avait des choses vraiment positives déjà à ce moment-là qui étaient, d'une part, la conscience que le sujet climatique, l'écologie ne peut pas appartenir qu'aux jeunes et qu'il faut que cette question soit traitée partout dans la société et notamment pour que cette troisième revendication de justice climatique qui doit rimer avec celle de justice sociale, elle ne peut pas se faire simplement que par des étudiants et étudiantes. Ça doit être les travailleurs, les travailleuses qui formulent également leurs revendications et qui nous montrent la voie pour aller vers une justice climatique qui est populaire. Et le deuxième, c'était ce plan également climatique montre qu'il y avait une conscience que finalement, ces lois CO2, ces taxes qu'on est en train de parler, qui vont nous sauver, soudainement, on va arrêter de prendre la voiture et on va se dire non, ça, c'est pas possible. Et il y avait vraiment la réalisation qu'il faut planifier. Si on doit décroître avec un plan, il y avait cette prise de conscience qu'il faut commencer à planifier. C'est quel secteur qu'on va faire croître, c'est plutôt lequel qu'on va faire décroître. Est-ce qu'on va avoir des mesures également sociales pour accompagner ça? Comment est-ce qu'on construit un projet global? Donc il y avait ces choses positives. Après, avant d'aller plus loin, il y a 3 nécessités que j'aimerais rappeler, et elles sont liées également à nos revendications. La première, c'est le niveau d'urgence dans lequel on est. Je pense qu'il faut toujours le rappeler. On est vraiment dans un moment un peu charnière où on a 2 dominos qui d'ailleurs se renforcent l'un l'autre. Vous avez le domino écologique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rappeler les risques qu'il y a simplement à voir toute la biodiversité s'effondrer, le risque également avec la raréfaction des ressources et bien évidemment le réchauffement climatique qui, lui, est au cœur également du problème. Donc un domino qui peut s'effondrer et en faire effondrer beaucoup, mais également, et c'est important de le rappeler, le domino social, où si finalement le domino écologique s'effondre, c'est également vraiment les conditions sociales qui vont s'effondrer, où les classes les plus populaires vont devoir endurer les conséquences. Elles les endurent déjà, et ce n'est pas dans nos pays qu'on les endure, c'est vraiment dans les pays du Sud. Et cette dimension-là, il faut vraiment la prendre en compte lorsqu'on construit du coup notre projet. La deuxième, c'est la nécessité, évidemment, de sortir des énergies fossiles et le plus rapidement possible. Et ça veut dire très simplement de décroître matériellement dans notre société, ce qui n'implique bien évidemment pas une décroissance des liens. On peut faire la croissance des liens, la croissance évidemment des secteurs publics. Et le capitalisme, le néolibéralisme, lui, c'est plutôt décroissance des liens, décroissance du secteur public. Et puis, voilà, ça passe crème. Et ça, c'est plus du tout acceptable.
Et le troisième, finalement, c'est la conséquence des deux premières, c'est de construire une écologie du dissensus, une écologie qui est radicale et une écologie qui est vraiment une écologie de classe. Et ça, c'est vraiment le cœur également du projet du 15 mai, du moins du début, parce qu'actuellement, quand on parle d'écologie, il faut trouver le consensus, il faut trouver la bonne taxe, c'est qui prend ces décisions, c'est clairement les riches, ceux qui ont le pouvoir, et si on ne crée pas finalement cette résistance, cette écologie vraiment radicale, on peut plus ou moins s'attendre à quels sont les régimes qui vont ensuite amener des solutions qui sont tout aussi radicales, mais sur l'autre plan. Donc ça peut être des solutions néo-malthusiennes pour ne pas aller plus loin. C'est des choses contre lesquelles on doit évidemment lutter. Et du coup, à partir de là, la seule perspective qu'on peut avoir, c'est une perspective de rupture. Donc de rupture avec le système capitaliste. Et pour cela, ce qu'il nous faut, c'est un horizon, une boussole. Et cette boussole, nous, on aime bien en parler avec 3 mots. Produire moins, partager mieux, décider vraiment. Ces 3 choses qui doivent vraiment nous guider, c'est également, on l'a dit avant, c'est les liens plutôt que les biens. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que tous les secteurs de la société qui ont le prendre soin des personnes est quelque chose qui doit être aujourd'hui valorisé, qui doit être étendu. Et ce prendre soin, il n'est pas que vis-à-vis des personnes, mais il est aussi vis-à-vis des objets, des ressources, de tous nos écosystèmes. Et le deuxième, c'est aussi qu'on ne veut pas survivre, on veut vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Du coup, ça nous pose également la question, et elle est évidemment liée, de la reproduction, de la régénération, qui doit être aussi des termes qui sont au cœur de notre société. Et finalement, cette boussole, on doit aussi se poser davantage les questions des finalités plutôt que des moyens. Aujourd'hui, on est toujours dans les questions on reprend l'exemple, mais des taxes, comment est-ce qu'on va réussir à faire décroître avec... Mais en fait, ce n'est pas la question fondamentale aujourd'hui. La question fondamentale, c'est quelle société on veut pour demain. Elle doit totalement changer. On a construit une société sur un système qui nous oppresse, qui nous exploite et qu'en plus, de toute manière, va devoir disparaître parce que les énergies fossiles, c'est fini. Et du coup, même simplement avec un système énergétique totalement différent, on doit revoir tous les fondamentaux de notre société. Et du coup, avant de construire cette société, il faut bien se poser quelles sont les finalités qu'on a envie, dans quelle direction on veut aller. Et il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est une métaphore de Walter Benjamin avec un train qui est en train d'accélérer et qui risque de dérailler. Et il nous dit que finalement, la révolution, c'est le moment où on tire les freins d'urgence. Et moi, j'aime bien aller plus loin en disant que oui, d'une part, il faut tirer les freins d'urgence, mais il faut aussi que dans le train, les gens réagissent, qui commencent à discuter, qui font des potagers dans le train un peu partout et tout. En fait, c'est de passer qu'on ne doit plus être dans une situation passive, mais qu'on doit vraiment rentrer dans l'action. Et du coup, l'action, avec le 15 mai, le but, c'était... Combien il me reste de temps ? Il te reste... t'as fait 9 minutes. Ah, excellent. Il va falloir que je sois synthétique. Donc, il faut que... le but était évidemment d'élargir le mouvement, de l'élargir à la fois, comme on l'a dit, à d'autres acteurs, actrices, donc pour qu'on puisse, pas d'une certaine manière converger, mais qu'on puisse commencer à discuter, de savoir comment est-ce qu'on peut créer ce rapport de force, qu'on reconnaisse également que nous sommes sur un peu la même scène et que nous sommes interdépendants dépendantes des autres. Et que de ce fait-là, c'est évidemment important de construire ensemble et vers qui on voulait aller et avec qui on veut également construire. En Suisse, il y a un mouvement qu'on ne peut pas passer à côté, c'est la grève féministe. Mais il y a également avec les scientifiques, avec lesquels on doit vraiment continuer à travailler, sans tomber évidemment dans le mauvais ressort qui est de dire les scientifiques ont toutes les décisions. Non, les décisions au final sont politiques. Également de pouvoir travailler avec toutes les personnes qui sont déjà dans les alternatives écologiques et sociales, les personnes également qui sont du monde agricole, ce qu'on essaie de faire un maximum dans le but d'avoir une grande manifestation le 22 février avec le monde agricole, et ça bouge, et ça c'est vraiment extrêmement réjouissant, et finalement avec toutes les personnes qui veulent autre chose. C'est un discours qu'on entend partout, et c'est des personnes qu'on doit réussir à emmener avec nous et à construire du coup ce projet ensemble. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on est capable finalement de continuer à élargir et à amplifier et à dynamiser ce mouvement.
il y a une tension qui, je pense qu'on pourra en rediscuter après, mais dès qu'on parle finalement de cette écologie radicale, de ce concept de décroissance, c'est qu'il y a ces intérêts immédiats versus les intérêts qui sont sur le long terme. Et ça, quand on parle aux gens, c'est quelque chose qui ressort immédiatement, mais comment est-ce que moi je vais faire pour finir mes fins de mois? Comment est-ce que je vais faire pour simplement me déplacer? Et ça, c'est extrêmement difficile, mais ça nous pose aussi la question de quels sont les combats à court terme qu'on est capable de mener pour essayer de réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'améliorer la vie des gens, tout en gardant cette perspective qui doit être, comme on l'a dit, extrêmement radicale, qui doit nous emmener vers un changement de système. Ça veut dire que les solutions, elles doivent vraiment nous permettre, ces solutions intermédiaires, de nous orienter là-bas. Donc, quelles sont les batailles à gagner et quelle est la direction qu'on doit garder? Et la direction que nous, on défend, effectivement, c'est une direction qu'on appellera l'écosocialisme ou la barbarie. Et c'est de poser la question de qu'est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on produit, qui le produit, comment est-ce qu'on le partage également, et qui est évidemment un projet qui est antiproductiviste. Et du coup, quels sont ces combats qu'on doit mener? Alors, d'abord, avant de parler vraiment des revendications, les combats qu'on doit mener, c'est de bloquer, c'est de résister, c'est de saboter. Mais c'est également d'expérimenter, d'accompagner et d'accélérer ce qui se fait déjà. Donc, il y a ces deux choses qui se jouent en parallèle. Et ces combats doivent se mener à la fois en utilisant notre corps physique, comme quand on va, par exemple, faire des actions dans UBS, quand on va dans des banques, mais également quand on va défendre des projets qui risquent d'être détruits, ou simplement quand on nous dit on va construire une nouvelle route ici, la route, elle ne se fera pas. C'est des combats qu'on doit aller mener et où on doit essayer d'aller bloquer. Et le combat, il est évidemment aussi idéologique, où on doit lutter finalement contre ce capitalisme, ce néolibéralisme qui aujourd'hui, partout, mais en Suisse encore plus, est vraiment cette doctrine dominante. Et de ce point de vue-là, on doit réellement réfléchir, dans le cadre de la grève pour l'avenir, à quelles sont également les revendications qui vont parler aux gens, mais qui nous permettent de lutter concrètement contre des choses qui sont en train d'arriver dans notre société. Et ça nous amène, je vais esquisser quelques-unes des revendications, en tout cas qu'on parle dans le canton de Vaud, qui ne sont pas encore validées, mais qui sont discutées depuis un long moment. Ça pourra ouvrir un peu le débat. La première, c'est évidemment la question des traités de libre-échange. Pour nous, c'est en tout cas une grande évidence qu'aujourd'hui, on doit aller sur un moratoire de ces traités et plus largement de remettre en question cette doctrine du libre-échange, simplement parce que les flux de matière qu'on utilise et d'énergie, on peut juste plus faire venir des choses de l'autre bout de la planète et qui en plus détruit l'huile de palme, etc. Ça, c'est vraiment un combat qu'on doit mener et un combat en plus qu'on peut mener avec des acteurs et des actrices qui généralement avec qui on ne peut pas discuter, le monde paysan et agricole. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire et qui doit être sur notre première ligne de combat. L'autre ligne de combat, c'est celle de la réduction du temps et des rythmes de travail. Aujourd'hui, peut-être vous avez vu, il y a quelques semaines, on parlait d'une semaine à 67 heures. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre qu'on n'a pas envie de travailler 67 heures, qu'on est déjà malheureux. Combien il me reste? Tu as atteint les 15 minutes. Ah, j'ai atteint les 15 minutes, ça veut dire que je dois synthétiser. Du coup, vraiment, où on travaille toujours plus pour produire plus, et notre santé, simplement mentale et physique, ne suit plus. On n'est pas capable et on ne peut pas faire aller vers les alternatives écologiques et sociales qu'on aimerait finalement développer. Donc ça doit être un de nos combats vraiment prioritaires. Et un autre combat, c'est celui de, finalement, cette question de comme on l'a dit, de la décroissance, ça fait peur. Et ça fait que des personnes se sentent menacées dans certains secteurs. Et c'est normal parce que ces secteurs doivent disparaître. Donc les personnes vont perdre leur emploi et du coup, ça les met dans des situations précaires. Donc on doit trouver des solutions alternatives pour ces personnes qui ont le droit de se reformer, d'aller dans de nouveaux secteurs. Et c'est pour ça qu'on défend également l'idée du revenu de transition écologique qui permet notamment d'accompagner les personnes, de leur financer cette transition et également de lutter contre
cette idée du revenu de base inconditionnel qui peut être une belle idée, mais qui est aussi déclinée de différentes mauvaises façons et qui est en train d'être récupérée par la droite, ce qui est extrêmement problématique pour nous. Après, je m'arrêterai je vais les lister, les dernières. Il y a la question de la gratuité, des transports publics, des droits démocratiques pour lesquels on doit lutter, des droits syndicaux également pour continuer à lutter, les questions vis-à-vis de la publicité commerciale où on doit simplement interdire ce genre de choses, la question des retraites également, de nos caisses de pension qui sont massivement investies dans les énergies fossiles et surtout, et je pense qu'il faut terminer là-dessus, pour vraiment donner un peu la résonance de qu'est-ce que c'est la justice climatique et la justice sociale. C'est également une justice qui doit être fiscale. Et du coup, les responsables qui ont causé et qui causent encore cette crise climatique doivent payer. Et ces personnes, c'est pas très dur à savoir qui c'est la place financière en Suisse qui pollue 22 fois plus, j'ai donné un chiffre, désolé, que les personnes, les multinationales et également les ultra-riches qui ne pourront pas continuer à être aussi riches et à consommer, tandis que les autres ne pourront plus rien faire. Donc, effectivement, il nous faut un changement de système. Et ça ne saurait tarder après le 15 mai. C'est des discussions qu'on aura. Et ce projet nous emmène dans cette direction. Voilà. Merci beaucoup, Steven. Donc, sans transition, mais avec beaucoup de câbles qui passent devant derrière moi, je passe la parole à Manik Ella Katani du site, syndicat site. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce que déjà, ma voix, elle ne porte pas beaucoup. Là, j'ai un peu la crève, c'est encore pire. Est-ce que c'est bon? Bon, en premier lieu, je souhaite remercier Solidarité Vaud d'avoir invité une syndicaliste genevoise, qui plus est d'un syndicat assez atypique parce que le site syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs n'existe qu'à Genève. Mais on est le deuxième syndicat du canton. Et voilà, sans notre apport, il ne se fait pas grand-chose d'intéressant syndicalement à Genève. Donc merci pour cette invitation. Si vous souhaitez en savoir un peu plus concernant ce syndicat, je me suis permise de poser sur la table, là au fond, l'édition du mois de février du journal du syndicat parce qu'on a fait la une sur la grève du climat du 15 mai avec un titre « C'est parti » pour la préparation de la grève du climat du 15 mai. Mon intervention, elle va traiter trois volets. Je souhaite partager avec vous les positions du site sur la question climatique. Je souhaite échanger avec vous à propos du rôle des syndicats dans la lutte pour une transition écologique socialement juste. Et puis, pour conclure, développer un peu la question des revendications immédiates et de l'action que le site va mener d'ici au 15 mai pour préparer la grève du climat. Alors, première chose, c'est évident, mon syndicat, à l'instar des autres, n'a pas une tradition de prise de position très développée sur la question environnementale. On a un retard colossal sur ces questions. Toutefois, je souligne que très tôt, dans les années 70 et puis 80, le site a clairement pris position contre l'énergie nucléaire. Bon, c'était facile, on n'avait pas de travailleurs des centrales nucléaires. Mais dans les années 90, et je le cite parce que ça peut paraître anecdotique, mais en réalité ça ne l'est pas, à Genève, il y avait un projet qui mettait vraiment en opposition la question de la croissance et des emplois qui vont avec et la question environnementale. Il s'agissait de... La bourgeoisie voulait construire un grand pont qui traverse le lac. Et ce débat-là, à l'intérieur de mon syndicat, il a été profond et l'intérêt de tous et de toutes à préserver l'environnement a primé dans la prise de position du syndicat sur l'intérêt du secteur de la construction qui voyait là une opportunité d'avoir de l'emploi. Donc, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Très clairement, cette question-là de croissance, emploi, décroissance, pas d'emploi, je vais la reprendre, mais je pense que d'un point de vue syndical, elle est quand même au cœur du rôle qui doit être le nôtre dans le mouvement pour le climat. Donc, nos positions sur le climat, elles sont récentes,
merci aux jeunes d'être venus nous réveiller sur cette question et de nous avoir imposé leur agenda pour qu'on se penche sur ces questions. Et c'est lors de notre récent congrès, en décembre 2019, que le site a établi ses fondamentaux sur la question climatique. Je vais les résumer. Le premier point, c'est celui qui concerne la responsabilité de la pollution et de la crise climatique. Alors, de notre point de vue, ce ne sont pas les citoyens, les citoyennes, les consommatrices et les consommateurs qui sont responsables de la crise climatique, mais clairement les gouvernements et les grandes entreprises qui régissent ce qu'on met dans nos assiettes et qui régissent beaucoup de choses. Donc ça, ce premier point-là, c'est notre premier fondamental. Le deuxième, c'est la question du lien entre les revendications syndicales et que pour nous, ce lien entre revendications syndicales et revendications climatiques est quelque part naturel. Ça peut vous paraître un peu naïf, mais je pense que ça ne l'est pas. Nous partons du principe suivant: ceux qui tirent des profits indécents de l'exploitation sans limite des ressources naturelles et de la destruction de la nature sont en réalité les mêmes qui tirent des profits indécents de l'exploitation des salariés. Ce sont les mêmes qui refusent le partage des richesses, qui asphyxient les services publics, qui refusent de partager les gains de productivité, qui refusent l'introduction d'un salaire minimum légal. Nous sommes actuellement en campagne à Genève pour les votations du 17 mai sur une initiative syndicale pour introduire un salaire minimum légal à 23 francs de l'heure. Ben voilà, ce sont les mêmes qui ne veulent pas de salaire minimum légal, qui veulent augmenter l'âge de la retraite au lieu de la réduire et qui flexibilisent à outrance le temps de travail sans respect ni pour la santé des travailleuses et des travailleurs, ni pour la santé de l'environnement. Donc cet aspect-là, pour nous, ce lien, il est naturel. Il part de ceux qui détruisent la planète et de ceux qui exploitent les salariés. Et à partir de là, effectivement, on peut en déduire que pour le site, la remise en question du mode de production capitaliste qui exploite les ressources naturelles et les salariés est un axe fort de notre réflexion. Troisième fondamentaux du syndicat, pour le site, lutter contre la crise climatique ne passe pas par l'instauration de taxes et de mesures qui sont là pour punir et culpabiliser les consommateurs et les consommatrices. Et c'est d'abord exiger des gouvernements et des grandes entreprises que les mesures adéquates prônées par les scientifiques soient prises rapidement. Découle de cela que ce n'est pas non plus aux salariés de payer le prix de la pollution et de payer le prix de la transition écologique. Les salariés subissent déjà aujourd'hui, même chez nous, les conséquences sur la santé de la dégradation de l'environnement et subissent également de ce fait la dégradation de leurs conditions de travail. Et on y reviendra à propos des revendications immédiates. Ensuite, évidemment, pour nous également, il y a la question des alliances. À l'évidence, ce n'est pas les syndicats tout seuls qui vont changer le climat, mais ce n'est pas les jeunes non plus, ce n'est pas les mouvements écologistes. Et je ne vais pas allonger là-dessus parce que le camarade qui s'est exprimé avant, il a déjà approfondi cette question, c'est une question centrale. Dernier élément, le site se bat pour une transition écologique socialement juste. Nous sommes pour des solutions et des alternatives collectives, et qu'elles soient fondées sur les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de solidarité, d'égalité sociale, de partage des richesses, de réduction de la durée du travail, de réduction des inégalités de genre, du racisme, de la xénophobie, etc. Et ça, c'est un chemin à faire ensemble, de construire ces alternatives collectives-là. Maintenant, je viens au deuxième aspect de mon intervention. Quel est le rôle des syndicats dans la lutte pour une transition écologique socialement juste? De notre point de vue, il y a une question que les syndicats doivent mettre au centre, c'est celle de l'emploi et des conditions de travail. Notre rôle n'est pas
seulement de se limiter à soutenir les manifestations. Nous devons devenir un acteur actif avec notre angle qui est spécifique. Et cet angle spécifique, moi je pense que c'est vraiment la question de l'emploi. Pour être crédible aux yeux de nos membres dans la remise en question et les inciter à embrasser la lutte pour le climat, il nous incombe véritablement d'articuler entre lutte syndicale et lutte environnementale en le faisant à partir de la question de l'emploi. Aucune autre organisation ne peut le faire. Ce n'est pas les jeunes qui peuvent faire ça. Ce n'est pas les décroissants, c'est véritablement aux syndicats. Et là-dessus, je pense qu'on doit être très clair. On doit être très clair dans les débats avec les salariés. Les secteurs économiques qui ne sont pas compatibles avec la transition écologique vont voir leur activité décroître et des emplois disparaître ou diminuer. Je ne vais pas citer toutes les branches dans lesquelles cela peut et doit se passer, mais la liste est longue. Face à cet élément-là, si toutes celles et ceux qui exercent aujourd'hui une activité dans les secteurs qui vont devoir être fragilisés par une politique climat ambitieuse telle que nous la voulons, ont peur pour leur avenir, ont peur pour une perte d'emploi, ont peur pour leur emploi et se sentent laissés à l'abandon, alors la dynamique de la transition écologique ne se fera pas. Donc, je pense que les syndicats doivent comprendre cet élément-là, qui est déjà au cœur de la crise sociale, mais qui est aussi au cœur de la crise écologique, et lutter pour la création des emplois de la transition écologique. Parce que là aussi, la liste des gisements d'emplois très importants, si au lieu de construire de nouveaux bâtiments, on les rénove, si on développe les énergies renouvelables, si on développe un secteur pour réparer les biens domestiques, si on développe le recyclage, l'agriculture biologique, les transports publics à la place des transports privés, oui, il est possible de créer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Et je pense qu'il incombe véritablement aux syndicats de lutter pour la création de ces emplois, de lutter pour des emplois qui répondent aux besoins environnementaux et aux besoins sociaux de la population. Cela passe également par lutter pour des plans de reconversion des secteurs, des branches polluantes vers les emplois écologiques avec des plans de formation qualifiante pour occuper ces nouveaux emplois. Et puis, effectivement, il incombe aux syndicats, dans cette lutte-là, de redonner une place centrale à un des fondamentaux du syndicat qui a été oublié ces 40 dernières années, c'est effectivement lutter pour réduire la durée du travail, pour partager l'emploi, mais aussi pour vivre et pour vivre mieux. Et sur ces sujets de la création d'emplois écologiques et de la réduction de la durée du travail, j'ai le plaisir de vous informer que la fêtière des syndicats genevois, la semaine passée, lors de son assemblée des délégués, a donné son feu vert pour élaborer un projet d'initiative populaire cantonale à Genève pour créer des emplois qu'on appelle des emplois sociaux, mais il s'agit aussi des emplois dans lesquels le care et les emplois des femmes sont valorisés, créer des emplois écologiques et réduire la durée du travail. Les syndicats genevois se sont donnés jusqu'à juin pour élaborer ce projet-là et souhaitent lancer cette initiative à la rentrée du mois d'août, ce qui nous donnerait aussi une suite syndicale dans le centre de réflexion qui est le nôtre, une suite au 15 mai. Parce que le 15 mai, on l'a tous bien compris, c'est un acte 2, mais c'est de nouveau un nouveau point de départ vers des luttes plus intenses. Et ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un deuxième point de départ. Donc ça, c'était pour le deuxième aspect. Maintenant, est-ce que j'ai encore un peu de temps pour venir sur les revendications immédiates ou pas? Ouais, Rapidement, quelques minutes. Je viens sur la question des revendications immédiates. Effectivement,
Vous le savez qu'en Suisse, le droit de grève, certes, il existe. C'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, mais il est cadré et il a un certain nombre de limites. Une de ces limites, c'est celle qui dit qu'une grève, pour être licite, elle doit respecter un certain nombre de conditions. En fait, ce sont les mêmes conditions que celles pour la grève féministe. Et notre modèle de préparation de la grève, c'est le modèle de la grève féministe. Ce qui signifie qu'une des conditions pour rendre licite la grève est celle d'exprimer des revendications qui peuvent figurer dans une convention collective de travail ou qui peuvent être satisfaites par une entreprise dans laquelle les salariés revendiquent. Donc, par rapport à ces revendications immédiates, à Genève, les syndicats ont déjà fait un certain travail pour en élaborer quelques-unes. Ce sont des propositions qui vont être faites ces prochaines semaines et ces prochains mois dans des assemblées de salariés, dans toutes sortes de branches et d'entreprises. Je les rappelle brièvement, on en a 5 de ces propositions-là. La première, effectivement, c'est celle qui concerne la protection de la santé en lien avec la multiplication des épisodes de canicule. Vous le savez peut-être pas, mais le travail à une température élevée a des effets néfastes sur la santé des travailleurs et des travailleuses, ceux qui prennent des médicaments, les femmes enceintes, ceux qui ont plus de 50 ans ou plus de 60. Et par rapport à cette revendication-là, elle concerne très clairement le secteur de la construction, mais aussi l'horticulture, l'agriculture, les ouvriers de la voirie, et la revendication que nous soumettons au débat avec la base est celle de revendiquer l'arrêt du travail à partir d'une certaine température pour ces secteurs qui travaillent à l'extérieur et pour les secteurs qui travaillent à l'intérieur, de revendiquer des aménagements horaires pour les périodes de canicule. Deuxième revendication immédiate qui concerne la protection de la santé contre l'utilisation de produits chimiques particulièrement nocifs pour l'environnement et la santé. Il s'agit de revendiquer à substituer les produits polluants et nocifs pour la santé avec des produits qui ne le sont pas. Et ceci concerne le personnel des nettoyages, ça peut concerner le personnel de la coiffure et beaucoup d'autres secteurs. Et ça aussi, c'est une revendication que l'employeur peut satisfaire ou pas, et qui peut rendre une grève licite. Troisième revendication, elle concerne la mobilité. Et à mon avis, dans le canton de Vaud, elle vous intéresse aussi, tout comme à Genève. Nous pensons qu'il est intéressant de revendiquer la prise en charge financière et l'organisation collective de la mobilité des salariés entre le domicile et le lieu de travail par les employeurs. Les plans de mobilité que développent les entreprises à l'heure actuelle sont insuffisants. L'ouverture du Léman Express, c'est bien joli, mais à Genève, il y a 80 000 salariés frontaliers et frontalières. Ils n'habitent pas tous à côté du Léman Express. Donc, nos revendications doivent s'ouvrir à cette question de la prise en charge de la mobilité par les employeurs et doivent d'emblée montrer que on ne tombe pas dans les pièges de l'extrême droite qui propose par exemple des dégrèvements fiscaux pour ceux qui se renoncent à leur domicile pour trouver un nouveau logement à côté de là où ils travaillent, comme si à Genève on pouvait trouver des appartements si facilement. Il y a plein de Genevois qui vont habiter en France voisine parce qu'on ne trouve pas d'appartement à Genève. Donc c'est important dans nos revendications d'emblée de dire les incitations actuelles. Il y a des employeurs, ils payent l'abonnement des TPG, mais l'abonnement des TPG, il s'arrête à la frontière. La partie du Léman Express qui va de l'autre côté, c'est un autre abonnement. Donc là, montrer on ne va pas se laisser diviser entre ceux qui travaillent à Genève et les frontaliers ou les migrants et avoir une revendication qui unifie, qui est incluante par rapport aux frontaliers. Peut-être dans le canton de Vaud, ça vous concerne aussi. Quatrième revendication immédiate, c'est tout le débat des caisses de pension.
hein. Et là, il s'agit de demander que les caisses de pension cessent les placements dans le fossile et les placements dans les entreprises qui sont polluantes et qui ne respectent pas les droits humains et les droits sociaux. Et puis on a une 5e revendication, c'est celle un peu passe-partout. On a des bases légales en Suisse qui permettent de revendiquer auprès des entreprises privées ou publiques le devoir de consultation de la part de l'entreprise à l'égard de son personnel sur, par exemple, est-ce que l'entreprise a fait un plan de réduction carbone, oui ou non. Si elle ne l'a pas fait, on peut exiger qu'elle le fasse. Si elle en fait un, on peut exiger d'être consulté parce qu'on a des droits qui découlent de la loi sur le travail à propos de la protection de la santé. Donc voilà, on a 5 revendications. Maintenant, le plan, il est pas mal, il est un peu théorique. Il doit passer à l'épreuve de notre capacité de mobilisation, d'organiser des assemblées, comme on l'a fait pour la grève féministe, hein, d'organiser des assemblées dans les branches, dans les services publics, là où on peut, là où les conditions elles sont réunies, et puis de discuter ces revendications-là pour qu'elles soient soit approuvées, soit modifiées, soit complétées. Et je suis convaincue qu'à beaucoup d'endroits, elles vont être complétées dès que les salariés peuvent s'activer sur ces questions-là. Ils ont une grande créativité pour exprimer toutes sortes de revendications. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manuela pour ce tour d'horizon vraiment complet. Donc pour conclure, last but not least, je passe la parole à Christine Poupin pour nous offrir un autre regard, celui de la situation politique en France sur le sujet dont on discute. Merci d'avance. Merci, bonsoir à toutes et tous. Et puis, une première chose, alors qui serait... vous répéterez pas ça à des Français quand vous les verrez, vous direz pas que j'ai dit ça, parce que les Français sont toujours persuadés que ce qu'ils ont, eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Je défends évidemment la grève politique, mais je trouve que l'exercice obligatoire d'une traduction concrète de demandes est un exercice qui est extrêmement salutaire. Alors c'est scandaleux du point de vue du droit de grève, mais il y a un vrai intérêt au travail que vous avez fait autour de ces demandes concrètes et précises, et je pense que voilà, c'est intéressant. Alors, peut-être une première chose, parce que, évidemment, là, on est bien convaincus entre nous qu'il n'y a pas d'opposition de nature entre l'activité syndicale, le militantisme syndical, et le militantisme pour le climat, pour l'écologie. Même si ça n'apparaît pas comme ça évident, et je pense que ça vaut le coup de se souvenir, de se remettre en mémoire que cette opposition qui apparaît aujourd'hui comme tellement importante à combattre, elle n'a pas toujours existé, et que le mouvement ouvrier, dès sa naissance, le mouvement syndical, dès sa naissance, a pris en charge ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui des revendications écolo, de revendications qui concernent la question des conditions de vie dans et autour des fabriques, des entreprises, etc., autour de la question de la qualité de l'air, de la pollution, de l'exposition à des produits dangereux. Bon. Et je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a eu effectivement une forme de mutation du mouvement ouvrier, alors qui correspond à un moment de croissance du mouvement ouvrier et à des moments de très grande force du mouvement ouvrier, que ce soit dans sa forme social-démocrate ou dans sa forme, disons, communiste, parfois stalinienne, a correspondu aussi à un mouvement plus général de la société d'une grande foi dans le progrès. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme ça d'inéluctable. C'est-à-dire que demain serait forcément mieux qu'aujourd'hui, et après-demain, n'en parlons pas, et qu'on avait comme ça une sorte de marche inexorable vers le progrès. Et le mouvement ouvrier s'est construit là-dedans et a repris ça à son compte, y compris avec de terribles illusions. Et c'est de ça dont on doit se désintoxiquer, et pas d'une opposition par nature entre un mouvement ouvrier et un mouvement syndical qui serait forcément et nécessairement productiviste, et qui, de ce fait-là, serait opposé, antinomique, avec les exigences portées par l'écologie.
Voilà, je voulais juste dire ça. Bon, ceci dit, c'est un combat qui est compliqué. Alors, on a quelques éléments positifs dans la situation française. Vous le savez, alors on ne sait pas. Ce n'est plus officiellement le premier syndicat. Je veux parler de la CGT. Ceci dit, c'est le syndicat le plus important dans les entreprises du privé. Bon, la CGT, et la CGT n'a pas spontanément, je dirais, rejoint le mouvement pour le climat, les mouvements écolos. Et là, on a quand même une très très bonne nouvelle, hein, puisque à l'occasion, c'était à l'occasion du forum de Davos, hein, cette espèce de ramassis de brigands écocides, je sais pas, enfin bref, voilà. Il y a eu une tribune commune entre le mouvement syndical, dont la CGT, en la personne de son secrétaire général, avec des associations et organisations comme Attac, Oxfam, les Amis de la Terre, la Confédération paysanne et Greenpeace, autour de justement des questions absolument essentielles, articulant les questions de l'emploi et les questions de la lutte pour le climat. Alors, il faudra sans doute un peu de temps pour que ça se traduise concrètement et dans la réalité, mais c'est un signe, me semble-t-il, qu'un signe tout à fait encourageant. Alors, je dis, il faudra sans doute un certain temps pour que ça se traduise concrètement. Ceci dit, il y a aussi toute une série d'expériences syndicales qui sont des expériences syndicales extrêmement importantes, même si elles sont aujourd'hui trop rares. Il y a évidemment la prise de position de nos camarades de la CGT Vinci, donc la machin du BTP, etc., bon, qui était pressenti pour être le concessionnaire du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Et donc, le syndicat, en tant que tel, avait pris position et s'est mobilisé et a été présente à Notre-Dame-des-Landes dans la lutte contre l'aéroport et avait gagné à ce positionnement-là l'ensemble de la fédération, donc qui est un truc qui regroupe construction, etc., etc. C'est un combat extrêmement important, bon, qui sans doute est lié, parce que les choses elles se font pas toutes seules, à la force de la mobilisation populaire, bon, qui a permis de gagner contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est une prise de position qui a demandé beaucoup de travail et beaucoup de courage de la part des syndicalistes qui l'ont menée. Et je pense que c'est notable. Je voudrais juste vous dire deux mots d'une expérience que je connais mieux, puisque c'est dans la ville où je vis, travaille, milite, etc. Puisque moi, j'habite à Rouen, qu'il y a eu le 26 septembre un incendie qui a dévasté une usine chimique, une usine Lubrizol, qui appartient donc au groupe de Warren Buffett. Tout petit machin, fauché, pas une thune, etc., qui fabrique des choses absolument indispensables, qui sont des additifs pour les carburants de voitures. Donc ça a brûlé, ça a fait un panache de fumée noire, etc., etc. Bon, je vais pas insister là-dessus, sur l'ensemble des dérogations et déréglementations dont avait bénéficié cette entreprise. Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait qu'on a réussi, en réaction à l'émotion causée par l'incendie, et puis surtout à la politique des pouvoirs publics, de la préfecture, etc., d'absolue non-transparence, de mensonges récurrents. Il a fallu aller tirer les trucs les uns après les autres. En fait, il y avait des produits toxiques dans le truc. Au fait, il y avait de l'amiante sur le toit qui a brûlé, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est les associations, etc., qui ont fait apparaître les choses les unes derrière les autres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est constitué un collectif unitaire, qui s'appelle le collectif unitaire Lubrizol, sans imagination. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle a regroupé dès le début les organisations syndicales et les associations écologistes juste pour expliquer ce qui a rendu ça possible, ce qui est un immense progrès. Moi, il se trouve que
Une grande partie de ma vie professionnelle, je l'ai passée dans l'usine d'engrais chimiques qui s'est appelée AZF puis qui a changé de nom pour des raisons assez évidentes puisque AZF, c'était le nom de l'usine qui a explosé à Toulouse faisant plus de 31 morts, etc., etc. Et dans ce cas-là, il y avait une vraie opposition entre les syndicalistes moi ce que j'appelle les victimes de l'intérieur et les victimes de l'extérieur, entre les syndicalistes qui voulaient absolument défendre l'emploi, leur démarrage de l'usine, etc., et la population qui était totalement, évidemment, traumatisée, choquée, et pour qui il était hors de question de voir redémarrer cette usine-là. Bon, et par rapport à ça, le fait d'avoir d'emblée un cadre collectif unitaire qui permet, y compris de discuter des questions qui peuvent fâcher, comme le possible ou pas redémarrage du site et la question de l'emploi, bon, ce cadre-là a permis, par exemple, de prendre position en commun contre l'arrêté de redémarrage partiel du site qui a été pris par le préfet, en regardant ensemble le fait que les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. Et il y a eu ce cadre-là de discussion. Ce qui a sans doute rendu ça possible, je crois, c'est parce qu'au sein de la CGT, et parce que c'est ce secteur-là qui a pris l'initiative de l'adresse au mouvement de protection de l'environnement. C'est le secteur qui s'occupe des questions de santé au travail. Bon, voilà. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que celles et ceux qui travaillent autour de ces questions-là, autour des questions des accidents du travail, des maladies professionnelles, ont appris à résister au chantage à l'emploi, puisque chaque fois que dans une entreprise, et en particulier dans une entreprise de la chimie, vous posez la question des conditions de sécurité, de santé des salariés, de santé des riverains, etc., on vous répond, vous allez faire fermer l'usine. Bon, et quand vous travaillez beaucoup sur ces questions-là, vous apprenez à dire, écoutez, ça suffit, on préfère être vivant que d'être mort avec peut-être un emploi, parce que dans ce cas-là, ça ne nous intéressera pas beaucoup. Voilà, je dis ça comme ça de manière un peu trash, mais je pense que ça forge une certaine habitude à résister à ce chantage à l'emploi. Puis la deuxième chose, je pense, qui a rendu les choses possibles, c'est quelque chose qui existe peu en France, c'était un cadre unitaire, collectif, de la coalition climat, dans lequel se retrouvent l'ensemble des organisations écolo et une partie du mouvement syndical. La conjonction de ces deux choses-là a rendu, face à cet événement, face aux mensonges de la préfecture, à l'absence de transparence, etc., a rendu donné la possibilité d'avoir ce cadre-là, qui par ailleurs est un cadre dans lequel on peut faire avancer les débats qui peuvent continuer à exister entre nous, en particulier autour de la question de l'utilité sociale d'une telle production, et donc de l'utilité sociale confrontée aux risques encourus et par les salariés, et par l'environnement, et par les riverains. Voilà, c'était un peu pour donner quelques éléments. Ensuite, peut-être pour revenir sur le fond de la discussion et sur la façon dont, effectivement, la lutte contre le changement climatique est forcément aussi une lutte pour la justice sociale et la question de l'implication des travailleurs, des travailleuses, des salariés. Bon, le premier élément est par rapport... J'ai beaucoup aimé le 3,5 points. Bon, donc oui, évidemment, la question de... Enfin, quand on a la conviction qu'il faut sortir des énergies fossiles, mais quand en même temps on voit que le système énergétique fossile, c'est 1/5 du PIB mondial, on voit la masse des intérêts capitalistes qui sont derrière. Et il ne faut pas être extrêmement grand devin pour comprendre que la question de l'affrontement avec le système est une question dont on ne peut pas faire l'économie. Donc effectivement, les questions d'expropriation, de socialisation du secteur énergétique, mais aussi du secteur bancaire et financier, parce que derrière, il va falloir toute une série de moyens et d'investissements pour transformer radicalement le système de production. Bon, ces questions-là sont immédiatement posées et on ne peut pas en faire l'impasse. De la même façon qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'appropriation privée de toutes les ressources naturelles, puisqu'on a aujourd'hui effectivement un système d'expansion du capitalisme par appropriation de secteurs nouveaux. Bon, c'est la privatisation de l'eau, des sols, des forêts, etc., etc., et aussi des ressources du savoir autour de tout ce qu'est le brevetage du vivant.
Pourquoi je dis ça? Parce que ça donne une idée du niveau d'affrontement, du niveau de rapport de force qu'il va falloir être capable de créer. Alors évidemment, le mouvement de la jeunesse, et ça a déjà été dit, est un mouvement absolument extraordinaire, d'une puissance inégalée. Ce qui s'est passé au cours de la dernière journée mondiale de mobilisation, ça a été la plus grosse mobilisation à l'échelle mondiale, qui a égalé la mobilisation contre le déclenchement de la guerre en Irak comme puissance de mouvement. Maintenant, on sait que pour faire plier ceux qui, au bout du bout, décident, qui sont ceux qui détiennent les capitaux, il faut aussi être en mesure de bloquer l'appareil productif. Et pour ça, la question de la grève, la question de l'implication du mouvement ouvrier est absolument incontournable. Alors, ça a été déjà dit, la question de la sortie des énergies fossiles et du basculement vers des énergies renouvelables est une dimension, mais ce n'est pas envisageable sans une réduction drastique, y compris de la consommation énergétique, donc de la production matérielle, donc des transports. Et ça veut dire une transformation radicale de nos façons de vivre. Il y a évidemment la question de la suppression des productions inutiles, des productions dangereuses, etc. L'armement, c'est une évidence. Toute une série d'industries nuisibles, de pétrochimie, de nucléaire, la réduction de la production automobile, la transformation radicale de la production agricole en sortant de cette agriculture industrielle, la suppression de transports inutiles. Bon, il faut se poser la question des modes de transport. En France, il y a une destruction absolument scandaleuse du transport de marchandises par le rail. Mais il faut aussi, à l'origine, se poser la question de est-ce bien nécessaire de transporter tout ça d'un bout à l'autre du monde juste pour mettre en concurrence les salariés, mettre en concurrence les systèmes sociaux. Tu l'as dit, la question de l'interdiction de la publicité. On voit qu'on est confronté, qu'on a besoin de quelque chose qui est une transformation radicale de nos conditions nos conditions de vie, de nos modes de vie, et que ça ne peut pas se faire sans la mobilisation, sans la volonté du plus grand nombre. Ce n'est pas des choses qui peuvent s'imposer par en haut. Il faut que ça parte d'une conviction, et d'une conviction profonde par en bas de tous et toutes. Bon, et ça, ce n'est possible que si c'est dans le même temps, avec la conviction que ça va nous permettre de vivre mieux, d'avoir une vie plus riche, plus intéressante, et que donc, oui, ça vaut le coup de faire ce changement-là. Et donc, pour ça, y compris sur la transformation de la production elle-même, une transformation antiproductiviste de la production, je dirais, elle est impossible sans la participation directe des producteurs et des productrices. Bon. Donc, de ce point de vue-là aussi, la question de comment les travailleurs, les travailleuses sont gagnés à cette transformation écologique de la société est une question incontournable, donc à la fois pour des raisons de rapport de force et pour des raisons c'est qui fait et comment. Voilà. Et c'est vrai qu'on est confronté au fait qu'aujourd'hui, il y a plein de restructurations de l'appareil productif. Il y a plein de choses qu'on ne produit plus, et puis, etc. Mais tout ça se fait toujours aux dépens des salariés, toujours en imposant des conditions de travail plus difficiles, de la précarité, du travail en miettes, etc., etc. Donc évidemment, il y a une certaine méfiance des salariés par rapport à ça. Et je dirais que plus fondamentalement, dans les circonstances normales, entre guillemets, quand la société fonctionne normalement du point de vue des capitalistes, c'est vrai que l'existence quotidienne des salariés, elle est liée directement au fonctionnement de son entreprise. Et puis il y a un peu l'idée que quelque part, on aurait partie liée. Bon, que si l'entreprise va bien, nous aussi ça va aller bien, qu'on va être payé un peu plus cher, et puis que peut-être on aura, je sais pas quoi, une prime à la fin de l'année, et que quelque part on a comme ça partie liée, et ça masque le fait que nos conditions de travail, nos conditions d'exploitation, en fait, nous usent, nous détruisent, cassent notre santé, nos conditions d'existence, etc. Bon, voilà, et donc il faut la question de casser cette normalité, de poser la question de produire autrement, tu l'as dit, de produire et transporter moins, de partager plus pour vivre toutes et tous mieux. C'est la démonstration de ça, je pense, qu'on a besoin de faire. Donc tu l'as dit, se pose évidemment
Oh, j'ai déjà parlé 15 minutes. C'est terrible. Oui, je pense qu'il faut insister sur quelque chose qui est complètement, évidemment, à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qu'impose le néolibéralisme, c'est-à-dire la question de la protection des salariés, des droits sociaux et démocratiques. Alors, qui tourne autour de la question du maintien du contrat de travail, du salaire, de la protection sociale. Dans tous les cas, c'est-à-dire de dissocier la protection des salariés de la vie même de l'entreprise à laquelle ils sont liés, d'avoir une sorte de protection sociale. Et puis qu'il soit aussi associé en cas d'arrêt d'une production. Il faut assumer, je suis d'accord avec ce que tu disais, il faut assumer le fait qu'il y a des productions qui doivent s'arrêter, mais que dans ce cas-là, les salariés doivent avoir les moyens, quand c'est possible, de proposer collectivement, parce qu'ils ont un savoir-faire collectif, une production alternative, une reconversion, une production alternative qui, elle, soit compatible avec les impératifs écologiques, avec les impératifs de défense du climat, et que quand c'est pas possible, il y ait un maintien de l'ensemble des droits sociaux, et y compris, alors ce qui est dans les plans climat, le fait de pouvoir bénéficier d'un emploi public dans un secteur indispensable pour la reconversion, pour la transition écologique, et qui permettent de maintenir les emplois. Je pense qu'il faut insister aussi dans cette extension des protections sociales au sens large. C'est l'extension, je pense, de la sphère de la gratuité, qui est une question absolument indispensable. On mène aujourd'hui un combat autour de la question des transports publics gratuits. Je pense qu'il faut élargir ça, par exemple, au premier mètre cube d'eau. Indispensable, au premier kilowatt indispensable. Mais aussi, on pourrait aller au-delà de ça, à toute une série d'activités dont on peut considérer des biens de services qui sont indispensables à la vie. Je pense que c'est une façon de faire un pas dans la démarchandisation de nos vies, c'est-à-dire qu'on ait des conditions de vie, d'existence qui soient d'une certaine manière un peu déconnectées d'une vision et d'une compréhension marchande. Là, et je voudrais surtout insister sur une dimension, moi, qui me paraît importante, qui est la question des droits d'organisation et de contrôle des travailleurs dans les entreprises sur les questions de santé au travail, mais aussi de conditions de travail, d'organisation du travail lui-même, de protéger les salariés comme lanceurs d'alerte. Parce que c'est aussi, pour un certain nombre d'entreprises, celles et ceux qui sont les mieux placés pour dire, eh bien, ça c'est polluant, ça c'est dangereux, ça c'est pas vrai que les mesures de protection sont prises, etc. Donc cette dimension-là de lanceur d'alerte est tout à fait importante. Mais c'est aussi poser la question de ce qu'on produit, de produire autrement. Et je voudrais, dans le gaspillage capitaliste, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous savez, le machin qui tombe en panne, en général, juste après que la garantie soit finie. Bon, je pense qu'il faut voir aussi que du point de vue des salariés, c'est une vraie souffrance et c'est une vraie violence que de travailler et de produire dans ces conditions-là. Et donc la question du contrôle sur ce qu'on produit pour exiger de produire des objets qui soient de bonne qualité, qui soient réparables, qui soient démontables, qui, en fin de vie, si fin de vie il y a, mais le plus tard possible, soient effectivement recyclables, mais qui puissent aussi être des objets qui soient beaux, c'est-à-dire qu'on réintègre, qu'on lève un peu cette séparation entre l'art et la vie. Bon, cette dimension-là de contrôler ce qu'on produit, c'est, je pense, une exigence qui peut être portée par les salariés, parce qu'aujourd'hui, une grande partie des maladies au travail il reste évidemment tout ce qui est lié au travail de nuit, aux charges lourdes, à l'exposition aux produits chimiques, etc. Mais une grande partie de la souffrance au travail, c'est aussi l'absence de sens du travail, d'avoir le sentiment de faire de la merde, juste de faire de la merde. Et ça, c'est vrai dans les productions matérielles comme dans les services. Donc cette dimension-là, je pense, est extrêmement importante. Alors tu l'as dit un petit peu aussi, il faut évidemment réduire la production matérielle, mais dans le même temps, redonner la place centrale à tout ce qui est essentiel à la vie, tout ce qu'on appelle le travail de soins,
Bon. Et le travail de soi, c'est très large. C'est tout ce qui permet de prendre soin, évidemment, des corps. Bon. Quand ils sont jeunes, quand ils sont vieux, quand ils sont fatigués, quand ils sont malades. Mais au-delà de ça, de prendre soin de tout ce qui soutient effectivement la vie. Et ça suppose une vraie rupture avec deux choses dominantes dans l'idéologie, qui sont, que tout ce qui concerne ça, la santé, l'éducation, etc., ben c'est des dépenses, c'est des coûts. Bon, alors que c'est pas ça, c'est effectivement des choses absolument indispensables. Et la deuxième chose, c'est que souvent, c'est considéré que, en vrai, c'est pas vraiment des métiers. Hein, parce qu'en vrai, c'est beaucoup des choses que les femmes, elles savent faire depuis qu'elles sont toutes petites. Elles ont été programmées génétiquement pour ça. Et donc, comme elles savent faire ça depuis qu'elles sont toutes petites parce qu'elles sont des femmes, eh ben, c'est pas vraiment des qualifications, c'est pas vraiment des métiers, ça n'a pas besoin d'être vraiment reconnu. Voilà. Donc, rompre sur ces deux aspects-là, c'est absolument indispensable. Et concrètement, ça veut dire arrêter la destruction de la protection sociale et des services publics. Bon, pour défendre des services publics qui soient transformés, qui soient socialisés, qui soient étendus, qui, pour beaucoup, soient déféminisés dans le sens de la ségrégation, hein, réellement, de l'emploi, qui va avec leur dévalorisation, qui garantissent une égalité d'accès. Donc la question de la gratuité réelle, que ce soit autour de la santé, de l'éducation, des soins aux jeunes enfants ou aux personnes dépendantes, est aussi une question qui est centrale. Et ça m'amène, je pense, à une dimension qui, pour moi, extrêmement importante, qui est effectivement de changer le travail lui-même et de redonner dans le travail la place à tout ce que sont les connaissances concrètes et réelles qu'ont les travailleurs, qui aujourd'hui sont complètement et totalement dévalorisés. Dans les entreprises, alors... C'est a commencé dans les entreprises du privé, mais ça a migré aujourd'hui, y compris dans l'ensemble des services publics. Tout ce qui tourne autour des procédures, de qualité, des indicateurs, des machins, des bidules dont on passe son temps à remplir, ont en fait comme seule et unique fonction que d'envoyer comme... Enfin, c'est pas la seule et unique, mais ont en tout cas comme effet d'envoyer aux travailleurs et aux travailleuses le fait que ce qu'ils savent, que ce qu'ils font, c'est rien. Que juste, c'est d'accord, c'est eux qui font, mais il y a des gens qui savent mieux qu'eux, qui ne sont pas capables, qui ne sont pas autonomes, qui ne savent pas faire. Et ça, je pense que récupérer cette dignité-là, lutter contre l'aliénation au travail, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je finirai en disant que la question de la réduction massive du temps de travail est une question absolument centrale. Bon, mais on ne peut pas penser qu'un travail aliéné, même si ça dure le moins de temps possible, ça permet d'avoir à côté une vie qui soit une vie épanouie. Un travail salarié aliéné, c'est aussi les loisirs aliénés, c'est aussi une consommation aliénée, et tout ça doit être totalement lié. Donc oui, la question de la réduction massive du temps de travail collective, à la fois dans la semaine, mais aussi dans la vie, c'est pour ça que les enjeux autour de la question de la retraite sont aussi importants. Mais il faut aussi parler d'une réduction du temps de travail qui soit vraiment pour toutes et tous. Et donc, vous savez que pour une moitié de la population, en plus du travail salarié, il y a tout un travail gratuit, invisible, mais pourtant totalement indispensable. Et donc, on ne peut pas parler de réduction du temps de travail sans en même temps le développement des services publics qui permettent de socialiser une partie de ce travail-là, mais aussi du partage des tâches. Mais ça, je pense que remettre au centre cette question de la réduction du temps de travail, ça permet de reboucler, je crois, avec un projet de société qui prend en compte le fait que le plus important, c'est pas l'avoir, mais c'est l'être, et que le temps libre, c'est effectivement la seule vraie richesse, celle qui permet d'avoir du temps pour s'épanouir, pour nouer des relations, pour s'occuper de la vie publique, pour s'occuper de politique, pour s'occuper de démocratie, pour avoir des relations amicales, pour avoir des relations amoureuses. Et ça, pour nous, c'est beaucoup plus et infiniment plus important et plus intéressant comme perspective de vie que de posséder toujours plus, en plus grande quantité et en plus... Voilà, juste pour finir, je pense que toute cette maturation-là, elle ne peut se faire que quand on rompt le cours normal des choses. C'est pour ça que la grève, c'est tellement important. La grève, c'est important parce qu'on arrête
Mais c'est aussi que pendant qu'on arrête, pendant qu'on ne donne plus ce travail, ce temps de travail, cette intelligence aux capitalistes qui nous emploient, qui nous exploitent, on peut utiliser cette intelligence-là pour en faire autre chose. Et sans doute que le plus important, c'est cette autre chose qu'on fait toutes et tous ensemble pendant qu'on fait grève. Et que c'est comme ça que nos consciences, elles se modifient, mais par notre activité commune et pas par des choses qui arrivent d'en haut. Voilà, je pense qu'on est dans une situation où on a effectivement besoin, ce sera ma conclusion, d'une double révolution culturelle, à la fois dans le mouvement syndical où une vision critique de l'idéologie productiviste et de la croyance selon laquelle la croissance, mesurée par les indicateurs traditionnels, est la condition du progrès social, donc cette rupture-là du côté du syndicalisme, mais aussi dans le mouvement écologique, l'abandon de conceptions naïves sur l'émergence possible d'un capitalisme vert, sans devoir bouleverser aussi l'ensemble des rapports de domination. Merci beaucoup Christine pour cette ultime intervention. Donc voilà, maintenant c'est le moment du partage de la parole avec vous toutes et tous. Donc il nous reste 35 bonnes minutes de discussion. On avait convenu d'arrêter à 22h ce soir. Donc voilà, la parole est à qui veut la prendre. Je vous propose de lever la main pour la demander. Si ça vous va, de vous lever pour que les intervenantes puissent vous voir. Enfin, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et bon, qui veut? Je tends le micro. Ah, pour que ça puisse s'entendre de loin, tu dis. D'accord. Ouais, ça va l'air fin. Alors, quelqu'un a des questions, des remarques, des interventions, des réflexions à partager? Oui, au fond. C'était juste par rapport au service public. Moi, je constate que l'essentiel des services publics, quand même, participe en fait de l'aggravation du problème. Non, c'est une bombe que je balance. Mais l'éducation nationale, on le sait depuis les travaux de Bourdieu, c'est la première machine de la reproduction des élites. On peut parler de l'armée, on peut parler de la police, on peut parler dans la santé des scandales d'accointance avec le privé. Mais pourquoi? Parce que le service public étatisé appartient en quelque sorte aux élites. Et donc, évidemment, ça ne va pas. On ne peut pas juste, en tant que syndicaliste, défendre le service public. Je pense qu'il faut passer un cap et parler du service public désétatisé. Comment on désétatise le service public en même temps qu'on développe du coup le service public, c'est-à-dire des secteurs économiques qui sont sortis du marché. Et là-dessus, je pense qu'il y a un élément clé vraiment important, c'est la question de l'habitat. Pas seulement du logement, mais de l'habitat. Parce que si on est dans une logique de décroissance, qu'est-ce qui fait qu'on court après le fric à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'on veut des heures supplémentaires, notamment quand on bosse dans le bâtiment? C'est pour payer les frais fixes. Et les frais fixes, le premier des frais fixes, c'est quoi? C'est le logement. Dans les années 80, en France, en Suisse, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le même chiffre. En France, dans les années 80, on consacrait 11% de ses revenus pour se loger. Le logement, plus les à côté. Aujourd'hui, en France, on est à 35%. Et je parle des salaires moyens. Salaires moyens. Mais quand on est au SMIC, ça donne quoi? Quand on vit dans les quartiers populaires, ça donne quoi? Quand on est étudiant, ça donne quoi? Donc la question du logement, et là on est au cœur de la propriété privée, en tout cas dans les consciences immédiates des gens. Quand on parle de milliardaires, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais quand on parle au peuple, la question de la propriété privée, notamment du logement, elle est essentielle. Parce que c'est notamment, et c'est là le piège, le premier facteur pour s'en sortir. C'est-à-dire s'imaginer qu'on va être propriétaire parce qu'on sait qu'on n'aura pas de sécurité sociale, qu'on sait qu'on n'aura pas de retraite. Alors comment on déjoue ça? Et là je pense, en tant que syndicaliste, quand on réfléchit à la production de la ville, il y a la question de tous les ouvriers du bâtiment, les ouvriers du tertiaire, parce qu'il faut nettoyer la ville, il faut maintenir la ville, et du service public, voilà, qui se pose. Et donc là, il y a des alliances concrètes avec les syndicats qui sont posées autour de la question de l'habitat. Ouais, merci beaucoup. Alors, ouais, voilà, c'est toi, puis après Isabelle. Moi, c'était juste au ras des pâquerettes par rapport à ce qu'a dit monsieur. C'était que j'ai vu à la télévision la grève des Français pour les poubelles.
ils ramassaient plus les poubelles à Paris, à Marseille, etc. Et je trouvais qu'ils étaient bien, ces Français. Vraiment, ils sont courageux, ils continuent depuis des semaines. Et puis je me disais, là, on pourrait faire un lien, parce que vraiment, les poubelles qui s'accumulent, les gens vont penser que pourquoi il y a autant de poubelles finalement, qu'est-ce qu'on jette? Enfin, il y a un lien aussi, et puis qu'on peut faire un lien entre cette grève des travailleurs des déchetteries et de la vie des gens. Merci. Alors, je prends encore une ou deux interventions, puis vous réagissez en vrac après. Alors, il y avait Isabelle. Bonsoir. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, quand je pense au syndicalisme en Suisse, c'est le partenariat social. Et en fait, j'abonde vraiment, enfin, j'ai vraiment apprécié le discours de Manuela et puis la position du site par rapport à ça, mais voilà, c'est le site. Maintenant, si je regarde de manière un petit peu plus large au niveau du paysage syndical suisse, mais en fait, ce que je vois, c'est que historiquement, c'est beaucoup de compromission. Je trouve que le mouvement ouvrier perd en sa capacité de force sociale, de force qui vise à faire bouger les choses. On accepte énormément de choses. On a eu énormément de peine à combattre juste l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans dans nos propres rangs. Du coup, je me demande un petit peu dans quelle mesure ce syndicalisme-là, notre histoire du syndicalisme en Suisse, on est capable d'impulser ce changement radical qui doit avoir lieu. Typiquement, je pense que l'abaissement du temps de travail, c'est clair, moi je partage complètement, enfin, c'est vraiment une mesure extrêmement importante, mais comment y arriver, j'ai envie de dire, dans nos rangs, dans nos directions syndicales, ça me paraît extrêmement loin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une échelle temporelle oui, bon, il y a le 15 mai, voilà, et puis, il y a, mais si je m'imagine UNIA proposer ou soutenir même une initiative pour la réduction de travail à 20 heures par semaine, j'ai envie de m'asseoir, en fait. Mais voilà, alors après, ça, c'est le petit nuage noir au-dessus de ma tête, mais d'une autre côté, ce que je me dis aussi, vraiment ce que je crois en tant que syndicaliste, c'est que la contestation, elle doit prendre naissance, les gens doivent pouvoir s'approprier cette contestation, devenir des contestataires, et tous les pouces au quotidien, vous l'avez extrêmement bien fait remarquer, à chacun votre tour, tous nous poussent à pas du tout être contestataires en fait. Et je pense que la convergence des luttes, ou plutôt le partage en fait de connaissances, je pense que les syndicalistes, l'appareil syndical, mais aussi les travailleurs qui vivent dans les syndicats ont un besoin accru de discuter, de rencontrer des grévistes du climat, d'avoir ce partage, juste de pouvoir ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Pourquoi en fait le fait que je doive me rendre tous les matins au taf, 40 minutes de bagnole pour aller, 40 minutes pour revenir, en fait, est-ce que c'est normal? Non, en fait. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'y suis obligée. Mais juste de rendre possible cette prise de conscience, donc être au plus proche des gens, vraiment lieu de travail par lieu de travail, construire ces micro-lieux de contestation, de ne pas se dire tout de suite, poser la barre hyper haut. Enfin, je pense que c'est deux processus qui doivent être parallèles. Et puis dernier point, pas trop m'étaler non plus, je pense qu'on a aussi un grand besoin d'exemple. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait un bref passage à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais waouh quoi. Enfin, juste merci, parce qu'en fait c'est des gens de tout horizon, pas seulement des gens avec, je sais pas moi, des culottes en laine qui ont envie de boire du lait de chèvre. Non, pas du tout. En fait, c'est des gens de tout horizon et tout d'un coup, en fait, un autre monde est possible et puis il est là, il s'exprime là sous nos yeux et puis ça rend les choses extrêmement concrètes et pas lointaines comme on a de la peine à se projeter. Voilà. Merci beaucoup.
Une dernière intervention avant la réaction. Oui, pardon, je ne savais pas. Oui, peut-être pour compléter, je me trompe peut-être, mais il me semble que les grands acquis sociaux ont été des revendications pour quelque chose. On était pour les congés payés, on s'est battu pour les congés payés, on s'est battu pour la semaine de 5 jours, on s'est battu pour une sécurité sociale, on s'est battu pour la semaine des 35 heures, et ces revendications-là ont passé. C'est l'introduction du propos. Alors que maintenant, dans les combats syndicaux, on se retrouve contre la loi, la future loi sur les retraites, par exemple, pour parler de l'exemple français, et on constate bien que le mouvement n'est plus le même, que la portée n'est plus la même, que la dynamique n'est plus la même, et qu'on se retrouve dans quelque chose de nettement moins constructif quelque part. Et je me bats depuis le début de toute cette opération climat pour venir à dire que les mots sont extrêmement importants. On le sait tous, et depuis très très longtemps, et qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, depuis maintenant près d'une année, beaucoup de mots qui sont des mots de combat, qui sont des combats contre, qui sont des propositions contre, qui sont des réductions de, qui sont énormément de systématiques qui viennent à penser le contre. Et en ce qui me concerne aujourd'hui, et quand je vous entends sur la fin de votre intervention venir à dire que ce qu'il nous faut, c'est réenchanter réenchanter le travail et redonner son sens au travail, j'ai eu l'impression là encore qu'il y avait quelque chose de positif qui venait à passer au sein de l'Assemblée, alors que toutes les revendications contre nous tassent et nous divisent. Et par conséquent, moi je ne suis plus pour la division aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être un soldat, je n'ai pas envie d'être un guerrier, même vert. Je n'ai pas envie de combat, je n'ai pas envie de guerre. Parce que si on continue à véhiculer ces mots avec nous aujourd'hui, on continuera à les véhiculer demain et on ne changera pas le sens et l'esprit dans lequel on évolue. Et voilà un petit peu. Est-ce qu'on peut amener du positivisme aujourd'hui et de la revendication positive à l'intérieur de cette lutte qui est le seul mot que je me permets avec laquelle de vous associer. D'adhérer aujourd'hui. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Donc voilà, 4 champs de réflexion qui se superposent, sur lesquels vous pouvez réagir. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous veut commencer ? Alors vas-y, comme ça, on passe qu'une fois le micro. Je veux bien, je me sens interpellé évidemment par la camarade là-bas, mais aussi par le camarade ici, peut-être par d'autres. Bon, le débat prend une tournure assez philosophique. Alors je ne sais pas si en tant que humble syndicaliste praticienne, je suis à niveau pour un combat philosophique. Concernant lutter pour ou lutter contre, et j'ai quand même une remarque à faire. Je reviens sur un des fondamentaux de mon syndicat pour entrer dans la lutte pour le climat. C'est quand même ce constat que eh bien, ceux qui détruisent la planète, qui prennent les vraies décisions, qui viennent très fortement impacter l'environnement, ce sont les mêmes qui exploitent de manière indécente les salariés. Donc, je veux bien qu'on n'exprime que des revendications pour le pour. J'aimerais avoir un syndicalisme enchanté ou enchanteur. Mais je pense que dans le combat actuel, qui est celui de la survie de la planète, il faut accepter de désigner les vrais adversaires et de les combattre. Et donc, on aura ce mélange entre la nécessaire inventivité d'un monde autre, de relations complètement autres, d'un vivre ensemble autre, d'un produire autrement. Christine, elle peut parler bien mieux que moi de tout cela, d'avoir une vraie démocratie participative qui décide comment va être notre vie et donc qu'est-ce qu'on produit. Mais en attendant, on doit quand même être capable de lutter contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, lutter contre le relèvement des horaires de travail
etc., etc. Et j'espère qu'on pourra continuer à le faire ensemble, même si le contre, par moment, il t'agace. Ensuite, peut-être comment faire que les syndicats évoluent plus rapidement, hein, dans leur questionnement, dans leur position. Eh bien, il faut les prendre d'assaut. Les syndicats ont besoin d'être dépoussiérés. Et le simple fait que les jeunes, mais des jeunes de 17-18 ans, hein, à Genève, ils ont exigé de venir discuter avec les syndicats. Ils ont fait ça de manière très intelligente. Ils sont venus nous dire, voilà, on a 3 revendications et demie, comme a expliqué lui avant. Vous, les syndicats, vous êtes, en tant que syndicat, évidemment, vous êtes les spécialistes de la grève. Et puis, effectivement, si on veut lutter pour le climat, il faut tout arrêter. La grève, c'est formidable parce que pendant qu'on arrête tout, on réinvente. Et qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Donc, ils ont fait le tour des syndicats du canton de Genève avec un discours qui n'est pas plus long que celui que je viens de vous faire. Ils étaient devant les comités directeurs des syndicats. Ils posent leurs petites questions et puis, grand silence dans la salle. Effectivement, on aurait pu les prendre de haut et puis leur dire oui, mais enfin, vous voulez quoi exactement? C'est quoi les problèmes de la planète aujourd'hui? Et puis, non, on a dû assumer. Est-ce qu'on les prend au sérieux ou pas? Parce que de venir nous interpeller, vous êtes les spécialistes de la grève, donc on doit faire avec vous. Franchement, à Genève, ça a réussi. On les a pris au sérieux et voilà, il y a un changement, on accepte de se confronter à cette problématique d'une grève climatique en sachant que c'est pas si simple. Donc, prenez d'assaut les syndicats avec des nouvelles idées et ils vont bouger parce que le nombre est important et plus il y a de gens qui ont envie de s'engager parce qu'ils ont envie de changer le monde du travail, les relations du travail, d'amener un vent nouveau, les choses, elles vont changer plus vite. Oui, alors, sur l'histoire des services publics, je pense que tu as tout à fait raison. Alors je pense que j'aurais dû développer davantage ce qu'on entend par là. Je pense que ce qu'il faut garder, c'est l'idée, effectivement, au sens propre d'un service public. Bon. Si on prend sur la question de l'énergie, évidemment, la question de la propriété, elle est extrêmement importante quand on dit qu'il faut exproprier les capitalistes, mais c'est pas on n'a fait que la moitié du boulot, ou même peut-être moins. Si on prend l'exemple de la France, c'est EDF, donc entreprise nationalisée, et là, très nationalisée, très étatisée, qui a développé le nucléaire, qui a développé autour de ça un productivisme, et en plus le fait que c'était lié à l'État, enfin, c'est lié directement à la dimension militaire, hein, puisque en fait l'énergie nucléaire est juste la fille de la bombe atomique. Ou le fils, j'en sais rien. Et c'est ça qui a fait ce développement-là et qui a amené une politique ensuite de développement à tout crin, de surconsommation d'électricité en imposant le chauffage électrique grille-pain, on appelle ça, le truc avec un rendement minable, en particulier dans les quartiers populaires, etc. Donc tout le mal qu'on peut penser. Le truc, c'est que quand EDF est privatisé, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que les centrales nucléaires, elles foutent encore plus les jetons, si c'est possible. Parce que vont se rajouter à ça des impératifs de gestion qui mettent encore plus en cause la sécurité des installations, des personnes, etc. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette question-là dans le sens de ce qu'on appelle le commun. Mais au sens où, pour moi, le commun, c'est une dimension politique de l'appropriation sociale, c'est-à-dire une expropriation des capitalistes. Jusque-là, ça va, je ne dis pas que c'est facile, mais jusque-là, ça pose... Voilà. Mais qui est ensuite de remettre de la politique au sens de remettre de la délibération, de remettre du choix, de la décision sur
ce qu'on va en faire et comment on va faire. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que la propriété. La propriété a été une chose assez complexe. En tout cas en France, avec la Révolution française, il y a eu l'imposition, en particulier sur la question de la terre, qu'on avait arrivé à une propriété pleine, totale, qui donne tous les droits. On a le droit de tout faire. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut substituer à ça quelque chose qui ne soit pas la propriété, mais qui soit un droit d'usage et qui soit associé à un devoir de prendre soin. Si on prend là encore le cas de la terre, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, un des principaux problèmes pour le développement et la transformation de l'agriculture et la sortie de l'agriculture industrielle, c'est pas des gens, de manquer de gens qui voudraient faire du maraîchage bio et de manquer de gens qui voudraient manger bio, c'est d'avoir effectivement un accès à la terre. Bon. Donc il faut pouvoir accéder à la terre et en avoir l'usage, mais dans le même temps, il faut la remettre en état. La majorité des terres sont des terres mortes, bon, dont il faut commencer par prendre soin, remettre de la vie, permettre à la vie de se redévelopper, etc. Donc il y a tout ce travail-là. Voilà. Et donc ça ne peut se résumer, je pense, qu'en termes de commun. C'est-à-dire comment on décide collectivement d'en user. Mais je pense qu'il faut étendre ça à l'ensemble des domaines. C'est-à-dire il n'y a pas des choses qui seraient communes, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles nous auraient été données par le bon Dieu ou je ne sais quoi, ou qu'elles seraient naturelles. Bon. Non, c'est tout ce dont on décide d'user en commun. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette discussion-là et qui lie la question de l'usage, la question de la démocratie, de la délibération. J'arrête là, je pense qu'effectivement, la question du logement et de l'habitat et de l'aménagement global et sont des questions absolument essentielles. Mais je ne vais pas développer ça. C'est sur l'histoire de se battre pour, etc. Je pense qu'il y a... Bon, on est obligé de constater aujourd'hui qu'on est dans une situation où on est sur la défensive. C'est-à-dire on n'arrête pas de reculer. Bon, et chaque fois qu'on ne bloque pas un recul, c'est encore pire et on aura encore plus de mal. Donc oui, voilà, y compris... ça amène y compris les gens à dire des bêtises en France, à dire que c'est vachement bien le système de retraite aujourd'hui. Non, il n'est pas vachement bien, il est vachement inégalitaire. Mais celui qu'ils veulent nous faire, il est encore pire. Bon, voilà. Le problème, c'est que je pense qu'une des difficultés qu'on a à mobiliser, c'est que se battre contre, ça ne fait pas rêver. Et qu'on a à peu près perdu tous les combats qu'on a menés sur ce terrain-là. Donc oui, la question de la panne d'un projet politique émancipateur de transformation sociale globale est une question qui est absolument centrale. Alors, elle ne sera pas écrite par je ne sais quel penseur génial qui va nous faire descendre sa pensée, là, comme ça, comme la lumière qui tombe. Voilà. Ce sera élaboré. Et je pense que ça ne peut s'élaborer que dans les mobilisations, que dans l'auto-organisation, que dans l'intelligence collective. Donc aussi dans les mobilisations qui sont des mobilisations, contre. Après, pour reboucler avec ce que je disais au début, je pense qu'on a un vrai problème de recréer un projet global émancipateur, qu'on est obligé de faire le deuil de quelque chose qui a malgré tout porté le mouvement ouvrier à ses heures où il était le plus fort, que ce soit la social-démocratie, que ce soit y compris le stalinisme, mais qui était forgé autour de cette idée-là qu'à la fin on ne pouvait pas ne pas gagner parce que c'était le sens de l'histoire, qu'il y avait quelque chose dans le développement, et y compris dans le développement des forces productives, dans leur socialisation, qui faisait que inévitablement, on allait aller vers le socialisme, le communisme. Bon, voilà. Force est de constater que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais ça avait une puissance de mobilisation extraordinaire, quasiment de la force d'une religion, d'une croyance. Bon, voilà. Et c'est ça qu'il faut refonder aujourd'hui d'une manière collective, d'une manière raisonnée, mais aussi d'une manière enchantée, d'une manière qui donne envie. Mais je pense qu'il faut mesurer le deuil qu'on a à faire. Et c'est pour ça que de lier les questions écologiques et les questions sociales, elles renvoient à quelque chose d'extrêmement fondamental qui est d'accepter de se séparer
de cette promesse comme ça, de ce joker de l'abondance, hein, pour quelque chose qui soit effectivement construit par notre intelligence collective. Grève des poubelles, un mot. Ouais, moi je vais toucher un mot de mots sur ça. Du coup, 4 points. C'est les poubelles, c'est quand même... Non, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est toute la question de rendre visible qu'est-ce qui est invisible. C'est également ce qu'a fait la grève féministe et c'est un des enjeux. On dit, la Suisse, elle est toute belle, voilà, elle pollue pas trop et tout. Et bim, on est dans la banque, on est à UBS, c'est sale. Regardez, c'est ça qu'on rend visible aujourd'hui, c'est cette pollution, elle n'est pas là. Et un des enjeux, c'est de rendre visible tout ce qui est invisible également, pour que les personnes s'en rendent compte. Et l'exemple des poubelles est vraiment un bon exemple de se dire... finalement, qui dans la salle est capable de nous dire combien il y a de poubelles à Lausanne? On n'en sait rien. Et combien il y a de choses dedans? On n'en sait rien. Par contre, si on l'avait sur la place de la Riponne, peut-être qu'on saurait combien il y a. Et ça nous choquerait. Voilà. Ensuite, ce que tu as dit, Isabelle, j'adhère à tout. Et c'est vrai qu'on manque d'exemples, où on a de la peine à les visibiliser également. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit creuser en Suisse. Si on arrive à avoir un exemple comme Notre-Dame-des-Landes, si on arrive à le construire, c'est aussi quelque chose qui peut donner envie aux gens, qui peut montrer que des alternatives sont possibles. Et la chose que je trouvais aussi très intéressante, c'est qu'on doit devenir contestataire. Et contestataire, ça peut prendre différentes formes. Par exemple, pour donner un exemple que je connais bien, j'avais été engagé dans un projet de numérisation, etc. C'était nul. Premier jour, la personne qui m'emploie vient vers moi, elle dit « C'est quoi ton numéro de téléphone ?» Parce que je dois t'envoyer des WhatsApp et tout. Je dis « Ah, mais j'ai un mail. » « Ouais, non, mais tu vois, tu pourrais être plus disponible, ça pourra réagir plus vite et tout. » Je dis « Ah, mais moi, je prends pas mon attel au travail parce que j'ai pas envie de ça. » Il dit « Non, mais tu es obligé de prendre ton attel au travail. » Et pourquoi je serais obligé? J'ai pas envie d'avoir mon attel au travail. Donc, première chose, il a dit « Ah, mais comment je fais pour venir te voir ?» Et il dit « On est à 50 mètres dans le bureau, tu te lèves et puis on va prendre un café, tu me dis les choses. » Et c'est tout. Et on enlève ces écrans, toutes ces choses. Donc, le problème après avec ce genre de contestation, c'est que la contestation, elle doit devenir visible, d'une part, et aussi collective. C'est ça qu'on doit essayer de trouver pour... c'est l'exemple du BES. Et après, la dernière chose, c'est le contre et le pour, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il est où le rapport de force? C'est que les autres, ils nous dominent, et nous, on doit lutter contre eux. Ils nous amènent, ils nous matraquent, donc ils sont dans « je suis pour flexibiliser, je suis pour augmenter le temps de travail, je suis pour t'exploiter encore plus ». Toi, tu es obligé de dire « je suis contre ». Mais par contre, c'est important de dire qu'on doit lutter pour certains projets aussi et d'essayer de montrer que c'est possible de les gagner. Et un des projets qu'on peut lutter pour, malgré qu'il peut avoir des défauts, c'est la question des transports publics gratuits. C'est de dire, aujourd'hui, des questions qui sont plus ou moins consensuelles, il faut essayer de les amener et de gagner pour leur montrer, oui, ça c'est possible. Et ensuite, d'amplifier les mobilisations et tout ça. Voilà. Minutes, j'estimerais ça à l'occasion de micros-interventions et une ou deux réactions de la salle. Donc alors, oui, vous, madame, et vous, madame, puis voilà, ce sera fait. Du coup, on parle beaucoup de discussion du capitalisme et en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler de capitalisme sans parler de colonialisme et d'esclavage. Et en fait, le problème, c'est qu'on passe notre temps à essayer de détruire un système sans vraiment revenir sur l'essor de ce système. Et on doit décoloniser à la fois nos esprits et nos modes de vie. Et on va dire genre le chocolat, par exemple. Quand on pense au truc cliché et aux valeurs matérielles de la Suisse, on va dire ok, montre, chocolat, Alpes, super. Alors qu'il n'y a rien de moins suisse que le chocolat. Littéralement, c'est du cacao et du sucre. Et le cacao et le sucre, c'est quoi? C'est deux des éléments principaux qu'il y avait dans les plantations, parce que le sucre, c'était pour calmer la frénésie de l'Europe sur ça, voilà, donc c'était une super plantation de vitesse. Et on a commencé à pratiquer hyper beaucoup la monoculture, on a complètement détruit les sols, etc. Et le truc, c'est que maintenant, les Occidentaux, on n'est même plus capable, on a un rapport avec la nature qui est tellement déconnecté que on a des expériences scientifiques maintenant pour nous prouver que les arbres communiquent entre eux et on redécouvre ça comme quelque chose de pas vrai. Alors c'est super d'avoir des preuves avec nos sciences dures que les arbres communiquent, mais c'est toutes des choses qu'on a oubliées. On présente le bio et la permaculture comme des choses
qui sont complètement nouvelles et enfin, on redécouvre, alors que c'est des choses qu'on a toujours su faire, juste qu'on les a oubliées, on a tellement aliéné nos esprits, et on peut remonter à Marx, c'est super. On peut remonter même à la révolution industrielle, mais ça ne suffit pas. Et il y a tellement de choses pour comprendre les hiérarchies dans lesquelles on fonctionne, et on veut diminuer le temps de travail, mais c'est pas juste une question de diminuer. Il ne faut pas avancer en essayant de trouver des solutions dans notre monde actuel. Il faut tout détruire, c'est violent, mais il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la décolonisation, et on ne peut pas détruire le capitalisme occidental, plus les expats, sans détruire le néocolonialisme et toutes les hiérarchies et les structures qu'il y a avec les restes des autres continents. Merci. Madame, pour conclure. Enfin. Alors, j'ai bien aimé le but, disons, de voir la finalité. Et ce qui manque, c'est vraiment que les gens se rencontrent et puis prennent des initiatives, discutent ensemble. Et que ce soit vraiment des assemblées citoyennes. Et c'est ça qui est difficile, c'est de... parce que les gens s'en fichent un peu. Oh, moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse. Quand on est un groupe motivé, c'est logique, c'est normal. Mais dans un quartier, dans un village, c'est difficile. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, c'est déjà de rassembler les gens, pouvoir dire, voilà, quel est le but de la vie, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, est-ce que c'est toujours d'aller plus vite, il me semble que l'espace et le temps maintenant, d'un clic, on a réduit l'espace et le temps. Personne ne veut aller moins vite, parce que réduire à vite tout à l'heure, c'est déjà beaucoup trop. Et je me dis, la démocratie, ça doit, moi, même si nous, en Suisse, on vote beaucoup, mais on n'a qu'à dire oui ou non. Dans la rue, on dit, on va vous expliquer les choses, mais moi, j'aimerais qu'on dise, est-ce qu'on peut discuter ensemble? C'est vrai que dans les partis politiques, on va convaincre. Et je déteste ce mot parce que c'est quelque chose qu'on nous impose, alors que je pense que si chacun a le droit de parler et de prendre une responsabilité, d'être responsable de quelque chose, ça peut construire. Mais c'est difficile parce que tout est imbriqué et puis il faudrait pouvoir s'arrêter, dire stop pendant tant de temps, on remet tout en place et puis on recommence. Mais voilà, je sais Merci. Pas bien parler, Ouais. mais... Non, mais il n'y a pas de... Voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, merci pour ces deux dernières interventions de la salle. Peut-être un mot de la fin pour rebondir rapidement sur ces deux interventions, perspective décoloniale, l'Assemblée citoyenne, pour les ramasser en deux mots. Oui, alors, je fais dans l'autre sens cette fois. Ouais. Alors, la grève du climat est totalement d'accord avec vous. Et là, on a parlé beaucoup de relations, surtout écologie-syndicalisme, mais une des grandes parties de la stratégie du 15 mai, c'est les assemblées populaires. Le 15 mars, il y en aura partout dans la Suisse. On en a expérimenté dans différents cantons en Suisse, et vous avez raison, ces constatations, on les partage. Et également de pouvoir permettre ces alternatives, de les accélérer, de prendre, entre guillemets, accélérer, de pouvoir les rendre possibles. Simplement, c'est en relocalisant également la démocratie au plus bas niveau, celui du quartier, celui de la maison, celui de nos communes. Et c'est là également où on doit faire ce travail, et ça nous permet de poser ces questions essentielles que vous l'avez très bien dit. Et lorsqu'on les pose, ça ne laisse pas les gens indifférents. Et ça les prédispose à des choses plus radicales également, je tiens à le dire, qui est deux choses qui doivent aller ensemble, à mon avis, les dimensions à la fois globales, locales, et à la fois des choses simples pour faire la transition, mais aussi les destructions énormes qu'il y a à faire, tu l'as très bien dit, on doit détruire.
Très très rapidement, moi, je partage intégralement ce que vous avez dit sur... mais je pense qu'on a du mal, y compris à mesurer la profondeur de la déconstruction qu'on a besoin de faire. Bon. Dans un monde, malgré tout, qui est un monde totalement mondialisé, dans lequel ce modèle-là s'est imposé de manière globale, dans une destruction totale. Bon, alors, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont des choses qu'on doit malgré tout réinventer. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas être dans la réplique et dans c'était mieux avant, etc. Je pense, qu'il faut avoir, qu'il y a d'abord une reconnaissance de la dette coloniale, écologique, etc. C'est la première chose à faire. L'acceptation de ne pas être le centre, d'être capable de décentrer le regard. Bon, et ensuite, une réinvention de notre compréhension de l'ensemble du monde. Je veux dire, ici... en général, j'ai beaucoup de débats sur les questions de l'écosocialisme. La question de la relation humain-non-humain revient régulièrement. Bon, ça fait partie des choses qu'on a besoin de rediscuter, etc. Mais en prenant conscience qu'on a tellement... Je ne sais pas si c'est surhumanisé ou déshumanisé, parce que je pense qu'on arrive à faire les deux en même temps, mais en tout cas d'impliquer une telle distance avec notre dimension de partie de la nature, qu'on a du mal à maîtriser l'ensemble de ce qu'il faudrait, reconstruire, en sachant que, là encore, on n'est pas tous égaux et on ne parle pas tous et toutes du même endroit, que les questions, elles sont racialisées, elles sont genrées, et qu'il faut aussi être capable peut-être de recréer effectivement un universel, mais qui n'est possible qu'à partir du moment où on aura reconnu l'ensemble de ces dettes et de ces oppressions et exploitations. Juste sur ce que vous disiez, madame, moi, ça me fait immédiatement penser à ce qu'on a connu pendant, il y a un peu plus d'un an maintenant, avec les Gilets jaunes en France, où on a eu une émergence, mais je pense que c'est indescriptible de la chose sans doute la plus improbable, parce que c'était des hommes, une majorité de femmes. Alors tout le monde s'est extasié sur le fait qu'il y avait beaucoup de femmes chez les Gilets jaunes. On est juste la moitié de la population, donc c'est assez normal. Mais ça interroge sur le fait qu'il y ait peu de femmes dans toute une série d'autres mobilisations, et en particulier dans des mobilisations syndicales et politiques. Mais ça a étonné personne. Mais voir une moitié de femmes chez les Gilets jaunes, oh mince, elles sont là. Voilà. Et elles sont là, et ça montre toute une dimension d'invisibilité, à la fois territoriale, mais sociale, de cantonnement dans des travaux invisibles, dans des lieux invisibles. Et ce symbole du rond-point, qui est ce machin, je veux dire, dans les campagnes, je ne sais pas comment c'est ici, mais les campagnes françaises, il y a une quantité de ces ronds-points qui donnent à quel point, je veux dire, ce truc du circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à discuter, c'est exprimé dans le rond-point. Et le rond-point, c'est devenu l'endroit où on causait, l'endroit où on se rencontre, l'endroit où on recrée des liens, où on refabrique des choses et où on réinvente. Et ce qui a été extraordinaire, et je ne vais pas faire plus long que ça, c'est comment ce truc qui a démarré quand même contre une taxe sur le carburant. Parce que l'autre, il nous avait quand même sorti ça, Macron, comme une mesure écolo. Et il tenait son truc, tu vois, de montrer comment lui, il est éclairé, qui comprend les problèmes de fin du monde, qui va prendre les trucs que vous allez voir, ce que vous allez voir, et je vous colle une taxe sur le carburant, pour montrer comment, heureusement qu'il est là et qu'il est éclairé, parce que le bon peuple, lui, il comprend rien. Il est juste capable de voir sa feuille de paye et la fin du mois. Et la leçon des Gilets jaunes, comment ils ont retourné le truc, y compris en nouant des alliances avec les jeunes pour le climat, avec les mouvements écolos, en faisant des jardins partagés sur les ronds-points. Je veux dire, il faut le vouloir, par ailleurs. Par ailleurs, moi, je ne boufferais pas les trucs qui poussent au milieu de la circulation automobile. Mais dans le symbole, c'est hyper fort. Voilà. Et il s'est passé tout ça. Et ça, je pense que pour retrouver de la confiance
dans ce que peut être la force collective, la force d'imagination, la force de créativité et la dimension humaine que ça veut dire, parce qu'il faut aussi voir ce que ça veut dire d'isolement et de désert des relations humaines, ce qu'ils ont fait des zones dites périphériques, des marches des grandes villes, etc., comme lieu totalement déshumanisé et sans vie. Et franchement, c'est un truc... Voilà, extraordinaire, c'est sans doute ce qui porte le plus d'espoir, même si ça a mis plein de pagailles dans plein de têtes, parce que c'était bizarre et c'était inédit. Merci. Tu veux un... D'accord, très bien. Oui, il faut prendre le train. Bien, alors ça aura été le mot de la fin. Cette soirée va toucher à son terme. Avant de remercier une dernière fois nos intervenantes et intervenants, je voudrais juste vous rappeler rapidement que normalement un journal a dû vous être distribué à l'entrée, que si ce n'est pas le cas, il est à votre disposition. C'est le magnifique journal de solidarité à la sortie et je vous invite vraiment à vous y abonner si vous le pouvez. C'est un espace de débat et de transmission d'idées et de réflexion précieux pour nous et je l'espère aussi pour nos lecteurs lectrices que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement si vous le voulez à la sortie. Et puis on organise un petit apéro qu'on va tranquillement mettre en place à la fin. Comment ? Je comprends pas. Dis-le. C'est que lundi prochain, il y a la rencontre pour la grève pour l'avenir dans le canton de Vaud. Donc c'est lundi à partir de 19h30 à Pôle Sud. Et voilà, si vous êtes nouvelle, vous pouvez aussi venir à 19h. Il y aura une introduction. Ce sera à la cafétéria Pôle Sud. Et une intervention d'annonce dans la salle aussi. Oui, je n'ai pas la date, mais pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'exploitation et la responsabilité de l'Occident et notamment de la Suisse et de sa place financière dans la destruction des sociétés et des écosystèmes dans une optique néocolonisatrice. Il y a le contre-programme sur les matières premières qui a lieu le 28 mars. Ouais, fin mars à Lausanne. Voilà, fin mars. Voilà, c'est aussi des lieux où on peut questionner le rôle de la Suisse dans la construction du monde. Et voilà. Voilà. Et en s'abonnant à la newsletter de Solidarité, vous serez informé de cet événement. Bien, merci beaucoup à Manuela Catani, Christine Poupin et Steven Tamburini pour cette magnifique intervention et cette belle soirée.